Star est donc un établissement de recherche qui a la même structure officielle que le CNRS, mais qui est beaucoup plus spécialisé dans les transports. Merci de me donner l'occasion d'aborder un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est celui de la mobilité. Et ce que j'ai un peu transformé le sujet, parce que la transformation des automobiles c'est bien, celle de la mobilité c'est bien aussi, mais on enfonce beaucoup de portes ouvertes habituelles, du genre l'équilibre avec les transports collectifs, les vélos, est-ce que le vélo électrique va changer la donne, etc. Mais on a une autre porte ouverte, qui est carrément une porte cochère, qui est la révolution numérique et l'évolution des mobilités. L'idée sous-jacente étant que le téléphone portable va vous permettre de tout changer dans votre système de mobilité. Donc c'est toujours amusant de prendre quelque chose par un biais qui n'est pas le biais classique. Quelques chiffres quand même pour s'en souvenir entre nous. La circulation automobile, alors je parlerai un tout petit peu du fret à un moment, mais là on s'intéresse aux véhicules qui permettent de transporter des personnes. La circulation automobile est à peu près stable depuis une quinzaine d'années, autour de 400 milliards de kilomètres an en France. Je vous donne des chiffres français parce qu'on a en tête la taille de la France et le type de déplacement. Les grandes conclusions que je vais vous décrire sont valables pour l'Europe et pour les pays dits développés. Et d'habitude, on pense qu'avec 20 ans, 30 ans de décalage, les autres pays suivent le même modèle. Donc l'idée, ça fait une quinzaine d'années, on n'a plus d'augmentation du kilométrage parcouru. En revanche, les efforts des tailles de voitures et les efforts des constructeurs automobiles ont amené à une chute assez importante de plus d'une dizaine de pourcents de la consommation en carburant. Pour les réseaux, le réseau national continue à être très important et l'ensemble des routes, avec évidemment l'ensemble du chevelu départemental et municipal, est toujours très très important. Il ne faut pas être obnubilé uniquement par les autoroutes et par les routes. Et le trafic ferroviaire augmente. Mais le trafic ferroviaire augmente moins en TGV, il continue en revanche à augmenter beaucoup en RER ou en TER, et donc on voit bien une évolution de la mobilité locale avec quand même une prédominance très très forte de la voiture individuelle. L'enjeu de la mobilité locale, et ça c'est une image pour essayer de s'en rendre compte en taille, la grande majorité des kilomètres parcourus le sont sur un espace très faible autour de votre lieu de séjour. Ça veut dire que les grandes idées de covoiturage trans-département ou trans-régional ou encore trans-européen, c'est très bien, mais c'est très mode et ça fait un très faible effet à la fin. Le plus gros, c'est de loin la mobilité locale, avec 60% des kilométrages et 70% des émissions de CO2, évidemment, puisqu'il y a plus d'embouteillages. Aussi une stabilité du nombre de déplacements, mais une augmentation des distances. Donc l'urbanisation s'étale, et on continue à voir ça depuis à peu près l'invention de la Ford T, qui a inventé la ville américaine qu'on connaît. Sans Ford T et sans la suite, il n'y a pas de ville américaine. Et les nôtres s'étalent pour la même raison. Elles s'étalent aussi parce qu'il y a une habitude que je vais qualifier très masculine. Excusez-moi, messieurs, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la salle de messieurs. Mais quand vous imaginez gagner du temps, c'est un enjeu masculin, c'est pas un enjeu féminin. Un enjeu féminin, c'est de gagner du confort. C'est de gagner de la régularité, c'est d'être sûr que votre RER ou votre voiture va vous amener où vous voulez, sans vous embêter, sans vous poser de questions, sans vous embouteiller, sans vous agresser, sans faire quoi que ce soit. Elle va vous emmener où vous voulez. C'est la même chose pour des transports en commun. Et donc, c'est l'intérêt de la sûreté au sens pas agression, mais au sens vous êtes sûr que vous allez consacrer le temps que vous avez prévu
à votre déplacement et vous allez arriver dans un état convenable, pas complètement trempé, pas complètement exaspéré à votre rendez-vous ou où vous avez envie d'aller. Et donc, si on met un enjeu financier sur le confort, la régularité, et pas seulement sur le temps gagné, une grande partie de nos aménagements et de nos choix, quand on essaye de les transformer en poids économique, changent. Et les études que nous avons faites montrent que si on gagne en régularité en transport en commun dans les villes de banlieue, on ramène la ville autour de la gare au lieu de gagner du temps et donc de récupérer le temps en faisant de l'étalement urbain. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir et qu'on est en train d'arriver à faire passer comme message dans les pouvoirs publics, mais c'est encore pas du tout une réaction habituelle parce que normalement, le chasseur mâle cherche à courir après la proie. Excusez-moi, je caricature un peu, beaucoup. Mais donc si ça va plus vite, c'est mieux. Mais sa compagne, elle se dit que si elle a la proie ou si elle a autre chose, c'est pas grave du moment qu'elle l'a. Et donc l'arrivée des femmes dans le système de mobilité change une partie de la donne, une partie du système de calcul. Et ça, c'est assez amusant à voir. Donc on voit aussi une progression du parc automobile des ménages et la diminution des secondes de la taille, évidemment, de la deuxième voiture est en général une petite voiture. Ça diminue la moyenne et donc c'est ce qui amène aussi à une chute des consommations. Et chaque véhicule est moins utilisé. Donc à la fin, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une automobile à soi ou est-ce qu'on peut avoir une automobile en partage? Si on l'utilise peu et que ce n'est pas avec celle-là qu'on va faire les choses importantes, bon. On a aussi des idées sur les pratiques de mobilité qui sont censées être assez hétérogènes. Alors vous voyez peut-être pas très bien, mais sur la diapo de gauche, on va des jeunes, des écoliers, aux étudiants, aux inactifs et actifs, les actifs se déplaçant souvent plus, les retraités jeunes, les retraités un peu moins jeunes et la moyenne. Et vous voyez que la mobilité locale est toujours très supérieure à la mobilité à l'extérieur de son site. Donc c'est vraiment important de s'en occuper. Et puis il y a aussi une idée qui est que on se déplace plus avec le revenu, on le vérifie, mais on voit que les déplacements locaux sont un peu plus faibles. C'est la slide de droite, sont un peu plus faibles quand le revenu augmente vraiment beaucoup. Et là, ce sont les déplacements à très longue distance, parce que ce sont en général des cadres ou des cadres dirigeants qui arrivent à se déplacer plus. Donc une toponymie sociale assez intéressante à regarder pour revoir ensuite comment aider ces personnes à améliorer ou à stabiliser leur type de déplacement. Alors, quand je parlais de mythes et de portes ouvertes, c'est que, voilà, vous allez avoir un téléphone portable qui va vous permettre, comme ça, de savoir comment aller le plus vite quelque part, comment faire vos courses, comment faire à peu près, réorganiser complètement votre vie. Mais ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. On n'a pas de diminution du nombre de déplacements. Ce sont les gens les plus équipés qui se déplacent plus, alors que ce sont ceux qui sont censés pouvoir se servir de ce système parce qu'ils le maîtrisent, qui devraient s'en servir, enfin se déplacer moins. Le télétravail qu'on essaye de vendre à tout le monde depuis 15-20 ans se développe très très peu. Et je dois dire que j'en fais l'expérience tous les jours. Une partie de mes collègues travaillent très loin de leur habitation. J'essaie de les convaincre de développer du télétravail, ce qui, dans un institut de recherche sur les transports, serait quand même normal. Ben, j'y arrive pas parce que le milieu social dit que si on télétravaille, on ne travaille pas. Ah ben oui, mais alors les enquêtes qu'on fait sur les gens qui télétravaillent montrent qu'ils travaillent plus que ceux qui restent au bureau. Mais je n'y arrive pas. Alors je suis profondément convaincue. Donc je pense qu'on a vraiment encore beaucoup de mythes à casser et celui-là n'est pas dans le bon sens. Les télécentres, c'est pareil. Vous savez, c'est l'endroit où vous allez pour éviter de rester chez vous en pantoufles, pour vous donner quand même l'apparence, la certitude que vous êtes bien en train de travailler et pas de garder vos enfants.
Bon, ça ne marche pas très bien. Il y a aussi une idée sur le fait que les achats sur Internet, ça va casser complètement tous les déplacements puisque on vous apporte vos courses. Ben non, parce que les drives sont plus importants, le nombre de drives, et je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est un drive, oui. Un drive, qu'est-ce que c'est, oui. Un drive, qu'est-ce que c'est, un drive? Un drive, ça prouve que vous ne faites pas assez vos courses. Voilà. Voilà, excusez-moi, mais j'aurais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivée. Alors, un drive, c'est, vous allez chez Auchan en voiture, c'est un supermarché, vous faites vos courses sur le drive de Auchan, et vous allez chercher vos courses, mais on vous les met dans le coffre et vous repartez avec, vous ne faites pas la queue, c'est un drive. C'est comme McDo. McDo, voilà. Je connais. McDo, vous connaissez. Ben, les drives, c'est pareil. Et il y en a plus que d'hypermarchés. Parce que tout le monde trouve que c'est très pratique. Et la carte que vous avez vous donne la densité. Plus c'est foncé, plus il y en a au kilomètre carré. Vous voyez que les gens qu'on a essayé de beaucoup équiper avec des grandes politiques d'investissement en fibre optique, en aide à l'arrivée du numérique, ben, ils sont en drive. Voilà. Bon. Donc, beaucoup plus d'achats, mais finalement d'achats qu'on va chercher quand même. Alors quand même, ça ouvre des perspectives, le numérique, ça ouvre des perspectives sur le fait que les gens produisent eux-mêmes des données. Alors là, je vais faire une parenthèse, je continue à être ravie de faire partie d'un pays qui a une CNIL, une Commission nationale d'informatique et liberté, parce que avec ça, vous pouvez arriver à reconstituer tout et à avoir, vous savez, les pubs extrêmement personnalisées qui sont absolument horripilantes, qui vous arrivent dessus, qui vous donnent l'impression qu'on vous espionne. Donc, merci la CNIL, il faut les soutenir à chaque fois qu'ils ont un problème. Parce que régulièrement, les gens qui veulent faire des sous avec les big data nous expliquent que la CNIL les embête. Ben, c'est bien, moi j'aime bien. Et on peut trouver des données en n'étant pas obligé d'avoir les infos sur les gens qu'on camoufle, on peut les prendre directement sans avoir les infos sur les gens. C'est technique, mais on y arrive. Donc, ces données permettent d'avoir des infos qu'on a du mal à avoir par ailleurs. On parle beaucoup d'enquête ménage, on parle beaucoup de récupération des sources de la RATP ou d'autres sites pour voir comment se déplacent les gens. Mais il suffit de suivre les téléphones. Hein. Et c'est aussi précis et en plus c'est en temps réel. Donc, bon. Ça permet aussi, accessoirement, de donner des informations aux exploitants de la voirie parce que si vous avez tous vos téléphones, de toutes les voitures qui passent, qui font un petit bing au même endroit, vous vous dites que peut-être il y a un nid de poule en formation. Donc au lieu d'avoir un accident, vous pouvez avoir directement des informations. Ça change complètement la manière dont on récupère les données, ça vous le savez, mais ça permet aussi d'individualiser et d'ajuster une grande partie des services qu'on peut offrir. Alors, je parlais tout à l'heure avec un jeune homme qui doit être dans la salle, qui a monté je vais en profiter pour lui faire un peu de pub, qui a monté une start-up qui s'appelle Ecov, sur le fait qu'une partie non négligeable de nos concitoyens n'ont pas de smartphone. S'ils les ont, ils ne savent pas s'en servir. Ça arrive. Et ils peuvent même être totalement paniqués à l'idée qu'ils vont faire quelque chose qui ne va pas aller avec le smartphone. Et ceux-là, on en fait quoi? On ne va pas les abandonner non plus. Évidemment, les gens qui ont 15 ans en ce moment savent faire des choses que nous, on ne sait pas faire avec ces bêtes-là. Mais il faut quand même se préoccuper de tous les concitoyens et donc aussi arriver d'une manière ou d'une autre à améliorer les informations qu'on apporte aux gens, pas uniquement en pensant que les téléphones portables vont régler tous les systèmes. Et je voudrais aussi insister sur le fait que la puissance publique, alors je parle en général de tous les investisseurs sur les moyens de transport, qu'ils soient en infrastructure ou en mobile, les moyens de transport en commun, mais pas que, pense en général qu'il faut faire de gros investissements et que la partie téléphonique permet, en se servant des opérateurs, de régler beaucoup de problèmes à moindre coût. C'est en partie vrai, c'est beaucoup moins cher que de transformer ou de créer une infrastructure, mais le coût marginal est loin d'être nul et l'organisation de ça demande un niveau de normalisation internationale qu'on est loin d'atteindre en ce moment. Donc la partie n'est pas encore gagnée, il y a de gros potentiels, mais c'est pas fini. Bon, là c'est une série de choses.
l'aide individualisée et personnalisée à la mobilité, c'est aussi l'aide au déplacement pour les personnes handicapées, c'est des choses assez classiques que vous connaissez. Je repars sur l'amélioration du confort et sur la valorisation du temps de déplacement. Supposons que vous arriviez à être assis dans votre train de banlieue et que vous ayez... Oui, ben je sais, mais supposons. Et que si vous décalez vos horaires, vous serez assis. Et que vous puissiez avoir soit une information ou un divertissement ou une capacité de travailler. Dans ce cas-là, peut-être que votre déplacement, vous ne le vivez pas de la même manière. Il vous paraît plus court, il est plus confortable, vous avez plus envie de prendre ce moyen de transport. Donc l'amélioration du confort, je ne reviens pas sur ma dichotomie homme-femme, mais je pense qu'une partie non négligeable de la population trouverait ça intéressant. Évidemment, on va essayer d'en profiter pour avoir une complémentarité entre les modes de transport, entre du report modal, mais pour le moment, ce qu'on constate quand on améliore quelque chose sur le vélo électrique ou les voitures électriques ou les voitures en partage, on se rend compte que c'est les occupants des transports en commun qui les prennent, ce ne sont pas des transferts à partir de l'automobile individuelle, ou très très marginalement. Donc ça veut dire qu'on a encore de gros progrès à faire de ce côté-là, par exemple en covoiturage. Et quand on a le contraire de ce qui se passe en ce moment et que nous a décrit M. Appert tout à l'heure, c'est-à-dire une flambée du pétrole, on se rend compte que les populations dont on pense qu'elles sont captives, vous savez, les gens qui habitent en très très grande banlieue, qui sont loin de transports en commun et qui n'ont que leur voiture pour aller au travail ou amener leurs enfants quelque part, ils seront obligés de continuer à utiliser leur voiture de la même manière. Mais en fait, ils s'arrangent entre eux et ils se retrouvent dans des carrefours en pleine forêt ou des zones un peu bizarres, mais où on peut ranger quelques voitures, et ils font du covoiturage co-organisé comme ça. Si on arrivait à sécuriser un petit peu ces parkings, juste en ayant une caméra et une lumière. Si on arrivait aussi à valoriser ça, peut-être en leur donnant une petite ristourne sur quelque chose, je pense que comme ils le font naturellement quand l'économie les y amène, les y incite, peut-être qu'ils pourraient le faire, et ça simplifierait et ça limiterait un peu aussi les embouteillages et les problèmes de consommation qu'on connaît. Vous vous souvenez, quand on enlève quelques pourcents de demandes de transport dans les zones embouteillées, on fluidifie très rapidement la circulation. Bon, évidemment, il faut s'occuper de sécurité. Je suis bavarde, je me suis fait rappeler à l'ordre. Il faut là, très bien. Alors quelques freins. Je vous ai parlé du télétravail, le décalage des horaires de travail. Pourquoi est-ce qu'il faut que tout le monde arrive à 8h30, 9h et parte à 6h? Je ne sais pas. On n'est pas tous tout le temps en rendez-vous. Les nouveaux services, les coopérations, l'acceptabilité. Je voudrais quand même vous donner quelques pistes sur ce qu'on peut demander aux acteurs publics. Il y a les infrastructures et la norme, la normalité ou la normalisation. Est-ce qu'on est capable d'aider les évolutions sociales à se passer plus vite et à prendre forme plus vite? Est-ce qu'on est capable aussi de normaliser au niveau international plus rapidement tous les échanges de données de façon à faciliter ces questions de mobilité? Et puis, bon, voilà, on est un institut de recherche, on s'occupe de plein de choses. Sinon, je peux répondre à des questions. Depuis l'utilisation des modes nouveaux de communication jusqu'à des choses assez concrètes qui sont très béton sur les chaussées, mais parce qu'on oublie tout le temps que si on arrive à se déplacer, c'est parce qu'il y a une route en dessous, et que si les constructeurs automobiles arrivent à réduire énormément la consommation de leurs véhicules, l'empreinte écologique et en CO2 de la chaussée va monter dans la répartition,
Et il faut qu'on s'en occupe aussi, ce que nous faisons. Et puis il faut faire tout ça en restant en termes de sécurité, parce que si on casse trop de gens et de voitures, ça ne va pas arranger les choses. Donc je vous en parlerai peut-être une autre fois, on verra. Pardon pour la fin, j'ai essayé de tasser un peu. Merci.